Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Filmoirs, une émission où l'on montre que pour un réalisateur, faire un film, c'est faire la guerre, la castagne, la baston, la marave, ça rigole zéro. Et aujourd'hui on s'attaque au cas du bien nommé Waterworld, un film de Kevin Reynolds sorti en 95 et dont la production a pris l'eau de toutes parts, c'est le cas de le dire. Le film raconte les aventures de la coiffure mulet de Kevin Costner dans un monde post-apocalyptique, où le réchauffement climatique a provoqué une fonte massive des glaces, et a contraint les survivants, entre deux attaques de bandits, à s'installer sur des atolls artificiels. Costner incarne le Mariner, la figure typique du mec qui veut juste qu'on lui foute la paix, mais qui va devoir s'improviser héros, face à un seigneur de guerre qui cabotine beaucoup. Normal, c'est Dennis Hopper. Waterworld est souvent méprisé et réduit à une pâle copie de Mad Max sur l'eau, ce qui n'est pas si faux. Et ses scénaristes sont les premiers à assumer l'influence. Ok, mais c'est trop sévère. Parce que malgré ses défauts, le film a aussi ses fulgurances, et reste une série B de science-fiction de bonne facture, dont le souffle d'aventure old school te caresse les narines tel un embrun salé. Et bon Dieu, mais cette direction artistique, quoi. Le film est obsédé par sa folie des grandeurs, et en voulant littéralement t'immerger dans un univers tangible, il s'attarde beaucoup sur les textures, sur les fluides, ce qui mine de rien est assez rare dans ce genre de film. La rouille, le sel séché, la transpiration, le soleil qui tape, le grain des peaux brûlées, l'arrière-goût d'eau de mer dans la bouche, tout ça, tu le sens. Tu le ressens. T'en as pas forcément conscience sur le moment, mais ça crée une immersion subtile. Ce qui fait que Waterworld, il reste. En fait, sa mauvaise réputation tient surtout à la manière dont il a été conçu, qui niveau karma, bien entendu, se pose là. Bon, comme d'habitude, établissons une jauge de Murphy pour évaluer le niveau de poisse du projet. Le score, c'est important. Vous êtes prêts ? C'était pas ma guerre! Le script de Waterworld, qui est écrit par Peter Rader comme une sorte d'Odyssée d'Ulysse post-apo, un Peter Rader qui est bientôt remplacé par David Pitch Black Toei, ouais, encore lui. Hopefully, that resulted in something that is, if I did my job right, exciting. Plaît au réalisateur Kevin Reynolds, qui a été engagé sur le projet après que Robert Zemeckis et Lawrence Kasdan, que le studio Universal voulait à tout prix, se soient avérés indisponibles. It's all chaos, right? Cinquième roue du carrosse ? C'est pas grave, Régis sera quand même à l'heure. Reynolds vient d'enchaîner deux films très différents. La superproduction Robin des Bois, Prince des voleurs, en 91, un énorme succès qui a établi la suprématie 90s du mulet costnerien. Robin Hood, Prince of Thieves. Et le drame écologique Rapa Nui en 94, qui a pas vraiment un énorme succès. Rapa Nui. Reynolds, c'est pas exactement un auteur au style visuel tranché, plutôt un artisan efficace qui sait s'adapter. Et avec Waterworld, il retourne sur un terrain de jeu XL, car le film finit par être validé pour un budget astronomique de 100 millions de dollars, ce qui dans un monde post-Avatar semble être de la rigolade. Mais à l'époque, même pour une major, ça revenait à s'ouvrir les veines avec du gros sel. Toutefois, le rôle principal étant tenu par Monsieur Kevin Costner, qui est à cette époque, en plus du pote de Reynolds, même s'ils se sont bien pris le bec sur Robin des Bois, l'un des acteurs les plus bankable de la galaxie. And it's great because we can just be completely open with each other and say, no, I don't like that, or, yeah, that's great. Encore auréolé du succès oscarisé de Danse avec les loups en 91, qui lui avait donné aussi une vraie crédibilité en tant que réalisateur et en tant que producteur. Et si vous n'avez pas vu Danse avec les loups, bon Dieu, mais ruez-vous dessus. Et bref, le jeu en vaut la chandelle. We are alive to share this together. Thank you very much. Cela dit, n'ayant jamais tourné en mer, Kevin Reynolds demande conseil à Spielberg, par rapport à son expérience sur un petit film dont vous n'avez sûrement pas entendu parler. I'm not very good at this. Et tonton Steven de lui confirmer qu'il va connaître les 9 cercles de l'enfer, aller et retour. It's twice as slow shooting at sea as it is shooting on land. Et Kevin Reynolds, souffrant d'un trouble de l'audition, de lui répondre. C'est cool, allez hop, c'est parti! Tout est donc prêt pour le tournage. Et ça va plutôt bien jusque-là. C'est louche. Et c'est donc là que ça se gâte. Ah oui, Waterworld en plus, c'est drôle. Le tournage est bien entendu lancé sans qu'une version définitive du scénario ne satisfasse tout le monde. Personnages assez mal exploités, Reynolds et Costner qui ont une vision différente du héros, etc., etc. Parce que oui, Costner est aussi producteur. Et Costner, c'est un peu l'héritier d'un classicisme hollywoodien à la John Ford. C'est pas un secret, le mec est obsédé par le western, un genre qu'il a passé sa carrière à vouloir ressusciter. Son ADN et son carnet de chèques, ils sont là. Et le personnage du Mariner, c'est l'archétype du Lonesome Cowboy, avec toute la mythologie pas exactement bisounours qui va avec. Pas un anti-héros manufacturé à la note d'humour grinçant près, avec ce qu'il faut de répartie faussement cinglante et de cœur guimauve gros comme ça dessous. Non, le Mariner, c'est un vrai anti-héros avec qui tu n'aimerais mais pas du tout partager un bateau.
Menaçant, instable, pas sécurisant pour un sou, en fait c'est un peu une version vénère du 11e Docteur. Et le cœur gros comme ça, le film va vraiment le chercher très loin, quitte à aliéner une partie du public. Mais ça rend le personnage d'autant plus mémorable. Du coup, pas étonnant que Costner ait des idées très arrêtées sur la direction que doit prendre le récit. Sur un plan technique, le quotidien devient rapidement un cauchemar, car tourner en pleine mer implique forcément une logistique démentielle et exténuante, notamment pour trimballer l'équipe et les très nombreux figurants. Mais là, c'était prévisible, quoi. Rien à voir avec les problèmes à venir. Bon Dieu, sont-ils venus. Niveau casting, Dennis Hopper, qui joue le bad guy en chef, est engagé en catastrophe un mois après le début des prises de vue. The worst and the best villain I've ever For you, that's Un mal pour un bien, le bon Dennis étant le bon Dennis, ça lui fait ni chaud ni froid. Et sa seule préparation consiste à se faire racler le crâne à blanc. It was weird, man. Like I felt vulnerable. I felt really vulnerable. It did grow back, yeah. It grew back, yeah. Forcément, le film prend vite beaucoup de retard. Mais surtout là, je crois que c'est l'occasion de faire un gros big up au directeur de la photo, Dean Semler, l'un des mecs qui a sûrement mouillé le plus la chemise sur le tournage. Le directeur de la photographie, je rappelle que c'est le mec qui se retrousse les manches et conçoit techniquement les images que le réalisateur veut, en créant la lumière, le cadre, en choisissant la caméra, les objectifs, etc. On ne dira jamais assez à quel point les directeurs photos sont les héros de l'ombre. Semler, il avait déjà travaillé sur Danse avec les loups, donc Costner et lui étaient en confiance, sur Mad Max 2 et 3, donc le gars maîtrisait son post-apo, The Road Warrior. ou encore sur Razorback. Il s'était donc fait une spécialité de tourner en extérieur dans des conditions difficiles, en capturant la beauté étrange et parfois terrible des lieux. Et Dieu sait que sur Waterworld, le mec a dû littéralement sauver la prod à bout de bras. Je parlais de texture plutôt, tout cet aspect très vivant, très vibrant de l'image qui fait le charme du film. Tout ça, on le doit à Semler. Bref, autre souci, la majorité du film étant tourné au large de Hawaï, la production doit faire face à une grande spécialité de la région. Résultat, tout le tournage doit être interrompu plusieurs fois, et un pan entier de l'énorme décor principal, qui a coûté quand même plusieurs millions de dollars, cette beauté post-apo absolue que j'ai très envie de toucher après un rappel de vaccin contre le tétanos, est détruit et termine au fond de l'eau. Au milieu des intempéries, Kevin Costner, qui a déjà le moral à zéro avec ses problèmes conjugaux qui sont livrés en pâture à la presse à scandale, passe d'ailleurs lui aussi très près de se noyer lors d'une prise, collant une grappe d'ulcère aux compagnies d'assurance. Plusieurs cascadeurs et doublures se retrouvent blessés dans des situations très limites pour leur sécurité, tandis qu'un gang de méduses persiste à attaquer l'équipe, et notamment la petite Tina Majorino, qui semble être une victime particulièrement appétissante et finit par être surnommée par Costner bonbon de méduse. Et devant le bordel narratif qui devient de plus en plus évident, entre en scène l'un des script doctors les plus en vogue à l'époque. Joss Whedon, le futur monsieur Buffy, Firefly, homme providentiel de Marvel et désormais cible facile chez DC, qui est engagé en urgence pour réécrire une partie du script. Tout comme, pendant la même période, il est aussi engagé en urgence pour sauver le script de Toy Story, d'ailleurs. Le gars Joss est censé rester quelques jours sur le tournage, et il restera finalement 7 semaines, qu'il décrira comme 7 semaines en enfer, à se frotter aux tirs croisés de Costner et des exécutifs du studio. Tout ça pour aboutir à un résultat minime et insatisfaisant que Whedon a de toute manière désavoué. En tout, le script aura connu 36 versions. Mais bon, le tournage est fini. C'est déjà ça, non ? Oh, thank God. Après que son premier montage de Waterworld, qui avoisine les 3 heures, a été refusé, Kevin Reynolds quitte la production. Vu l'explosion du budget, va falloir renflouer avec un max de diffusion en salle, et donc un cut plus court. A noter d'ailleurs qu'une version allongée de 40 minutes sera conçue bien plus tard pour la chaîne de télé ABC. They killed Ed. Bref, Waterworld se retrouve donc sans réalisateur à la barre, et Costner est obligé de terminer le montage du film à 2 semaines de la deadline. Bon, le bonhomme a déjà prouvé qu'il était à la hauteur du job, mais être catapulté dans une machine en train de s'écraser, c'est un exercice un tantinet différent. Résultat, la situation fait voler en éclats l'amitié qu'il y ait Costner et Reynolds, ce qui reste peut-être la vraie tristesse dans tout ça. Et sincèrement, dans ces conditions, c'est un miracle que Waterworld ne soit pas encore plus bancal qu'il ne l'est. Sortie sur nos écrans ce mercredi de Waterworld, un film américain qui a coûté la bagatelle d'1 milliard de francs. You know what's fucked up? Waterworld's a terrible movie, but it's amazing. It's like nobody watched that fucking movie. It was a gigantic flop. Yeah. Aux yeux de beaucoup, le film devient un symbole des dérives de la machine hollywoodienne, et la presse se jette sur ses déboires de production pour le torpiller, avant même d'en avoir vu le moindre bout. No matter how tough it was for us, for everybody, for the crew, you got to think of Kevin and how tough it was for him, because Hollywood were going to
hopefully he was going to fall flat on his face. That makes you even more angry that perhaps there might be some people that won't ever get to see this movie based on what some idiot said. Bilan, le budget final de production s'élève à 175 millions de dollars, hors frais de promotion. Ce qui est une pure folie, et fait de Waterworld à l'époque le film le plus cher de l'histoire du cinéma, de très loin. Pour la petite histoire, en prenant en compte l'inflation, ce montant équivaut à plus de 280 millions de dollars aujourd'hui, ce qui en fait encore tout de même le 12e film le plus cher de tous les temps. Sometimes it's like, gets a little rough out there. How come I'm not getting more money? That's what I think. That's the real fun. Waterworld sort finalement en 1995, et contrairement à une idée reçue qui a largement été répandue depuis, eh ben c'est pas un bide absolu. C'est même pas un bide tout court, en fait. Car même si la réception publique et critique est ultra mitigée, et que Waterworld sort dans un climat de lassitude, où la suprématie des acteurs stars des années 90 est de plus en plus mise à mal, bah le film est quand même rentré dans ses frais, surtout avec son exploitation internationale en salle, avant de devenir un vrai succès sur le marché vidéo. Ce qui est, encore une fois, mérité. Kevin Costner, Waterworld. Waterworld est constamment intriguant et possède une saveur bien à lui. Sa mise en scène est très classique, ouais, mais il y a une sacrée dose d'huile de coude dedans. Un investissement physique palpable et, mine de rien, assez peu commun. Une obsession à te montrer que chaque action impacte les corps, et que ouais, il y a bien quelqu'un qui en chie pour de vrai sur son rafio, là. En l'occurrence Costner, qui assurait l'essentiel de ses cascades, ainsi que ses séances de street workout sur sa coque de noix. This one pushed the limits in a way that made me uncomfortable, but there was almost no choice in a way. You know, there was times when I thought, what the hell am I doing? C'est un film à la dure, qui motionne sa chic, carbonise au soleil, se fait mal sur son décor pointu et coupe son bois au tranchant de la main. You know what this is? Un fantasme de western à l'ancienne, tout simplement. Comme quoi l'histoire du cinéma, comme l'histoire tout court, en fait, n'a décidément rien d'objectif. Et parfois, il faut regarder sous le tapis pour comprendre pourquoi une légende a été écrite de telle ou telle manière. Celle de Waterworld passe par un malentendu assez énorme. Mais bon, encore une fois, le film a fini par bien s'en tirer. Et Costner et Reynolds se sont rabibochés. Elle est pas belle la vie? You work so hard on a movie and you just never know. I mean, hey, who knows whether they're going to be good or bad at the end of it all. You just do the best you can and like go for it. Résultat, sur l'échelle de Murphy, où se situe la confection de ce film? Une bonne tasse bien salée. Damn, la production chaotique! Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Film Wars, une émission où l'on montre que pour un réalisateur, faire la guerre, c'est la merde. Ok, c'est cool! Allez hop! Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode. Je fais un nota bene là.